Aline s'active devant l'évier à râper une montagne de carottes. La veille, il est allé faire ses courses en ville et en est revenu, comme toujours, chargé comme une mule. Je me souviens encore de notre arrivée dans cette maussade période hivernale d'après-guerre. Habituée à la relative abondance de la campagne, notre mère mesurait, avec ses 4 enfants, les difficultés d'approvisionnement propres aux grandes villes. À Marseille, même si on ne se servait de moins en moins de tickets de rationnement, certains produits manquaient encore. Heureusement, sous le préau de l'école, on nous servait dans des quarts de l'armée en aluminium, une boisson chaude faite avec du lait en poudre américain et une pincée de chocolat. Chacun, nous recevions aussi, pour l'emporter à la maison, un sac contenant de ce même lait en poudre. Nous l'ouvrions sur le chemin du retour pour nous en empiffrer en catimini. Cela collait au palais et nous laissait une moustache blanche dénonciatrice. Il en restait suffisamment et Alice pouvait ainsi garder le lait frais auquel les tickets de rationnement donnaient droit pour faire notre beurre. Comme à la campagne, nous en écartions la crème fraîche pour la tourner dans la petite baratte en bois ramenée du Dauphiné. C'était une corvée plutôt réservée aux 2 garçons. Le beurre retiré, il fallait l'essorer dans un torchon. Il en ressortait du petit lait que nous buvions goulûment avant de nous essuyer le menton d'un revers de manche, fiers d'arracher à nos sœurs une grimace de dégoût. Si certaines denrées étaient plus rares qu'à la campagne, en revanche, Aline découvrait sur les marchés marseillais une ambiance incomparable et des produits nouveaux. Elle en revenait étourdie du brouhaha, émerveillée par la faconde des indigènes, éblouie de lumière et de couleurs, enivrée d'odeurs inconnues, surprise par l'abondance des épices et leurs effluves si particuliers. Elle en remenait chaque fois de nouvelles après s'être longuement fait expliquer par le marchand leurs usages et effets. Elle les expérimentait avec des résultats très inégaux. À nos mots, à nos grimaces, à nos réflexions, elle savait jusqu'où ne pas aller. Elle rangeait les plus contestés au fond du placard, pas vraiment décidée à s'en séparer, presque convaincue qu'elle s'en resservirait un jour. Elle obtenait en revanche d'excellents résultats avec les recettes provençales qu'elle découpait dans les journaux ou qu'elle se faisait donner par les commerçantes avec force détail et l'assurance que c'était la vraie recette, madame. C'est ainsi qu'elle avait collectionné plusieurs méthodes différentes pour faire la daube marseillaise, la bouillabaisse ou la soupe de poisson, toutes plus authentiques les unes que les autres. Elle n'en suivait pratiquement aucune et en inventait une nouvelle en remplaçant les éléments difficiles à trouver ou trop chers par des produits approchants, mais des bons. Fière de ses trouvailles, elle a voulu très vite faire partager son enthousiasme à ses invités. C'est un chauffeur de poids lourd, client du bar que tient ma grand-mère à Grenoble, qui lui a procuré la première occasion de se faire complimenter. Devant venir à vide pour un chargement de fruits, il avait bien voulu nous apporter un reliquat de meubles oublié lors du déménagement. C'était un timide colosse, à l'œil clair et au teint Rubicon, ne sachant trop que faire sous sa salopette de sa grande carcasse, plus à l'aise dans la vaste cabine de son camion qu'avec nous dans l'exiguïté de la cuisine. La veille, Aline avait ramené de la rue Longue des Capucins un assortiment d'olives de toute taille et de toute couleur, ayant trempé dans des saumures extravagantes des légumes multicolores, à croquer et mouiller d'une enchoyade et de quoi faire une soupe de poisson. Elle avait préparé une sauce au basilic, largement panachée de persil, pour en napper des pâtes qu'elle faisait cuire à la langue d'Ossienne, c'est-à-dire suffisamment longtemps pour les rendre insaisissables. Elle était bonne pâtissière, mais, pour rester dans la note locale, elle avait fait un extra. En cette période de carte de rationnement, où la pâtisserie était un luxe, elle avait acheté une épaisse tarte du pays au coulis de fruits rouges et vanille, très différente d'aspect de ces tartes façon Champsor. L'homme avait un solide appétit, et il l'a chaudement complimenté sur sa cuisine aux saveurs de Provence. Comme il était pressé, elle a servi le café et lui a présenté un morceau de tarte. Du bout des lèvres, il a refusé. Comme déçu, elle insistait, il avouait tout rougissant qu'il n'avait pas l'habitude de prendre de la pizza aux anchois avec son café. Pizza? Tomates? Anchois? Sceptique, elle a goûté du bout des doigts ce qu'elle prenait pour un coulis de fruits rouges nappant un bâton de vanille.
Elle a été aussitôt à ce point consternée que le malheureux camionneur est passé de l'écarlate au cramoisi comme s'il était responsable de la bévue de ma mère. Elle a commencé par s'excuser platement auprès de son invité cobaye, mais a été bientôt rattrapée par un fou rire inextinguible qui a secoué son ventre et inondé son visage de larmes. Rassuré, le délicat géant a partagé un moment son hilarité, puis est reparti soulagé d'avoir finalement échappé au dessert marseillais de Aline. Peu après la dernière rentrée scolaire, j'ai proposé à mon camarade Zu, qui habite dans notre rue, de venir faire ses devoirs chez moi. Sur le pas de la porte, j'ai expliqué discrètement à ma mère, sur le ton qui sied aux gens généreux et modestes, « Tu sais, il n'a pas de père, sa mère est muette, je voudrais l'aider à faire ses devoirs. » Le seul endroit où nous pouvons travailler est la cuisine, sur une moitié de la table ronde que les préparatifs du repas ont encore épargnée. Ma mère nous a servi d'abord la tranche de pain et la demi-barre de chocolat du goûter et a entrepris, pendant qu'on mangeait, un interrogatoire en règle de mon camarade, âge, domicile, profession de ses parents. À chaque réponse, elle poussait une exclamation de surprise feinte. Elle a essayé aussi de savoir s'il a connu son père, de la tête il a répondu par la négative, et les circonstances dans lesquelles ses parents se sont rencontrés. Il a prétendu ne pas le savoir. Pour couper court et sauver mon copain du feu de l'interrogatoire, j'ai sorti bruyamment les livres et les cahiers et je l'ai invité à en faire autant. Un peu soulagé, mais toujours tendu, il s'est installé du bout des fesses sur une chaise et a ouvert ce qui lui fait office de cartable. C'est une musette de masque à gaz de la dernière guerre qui m'avait servi 2 ans plus tôt pour le même usage scolaire. Mon père l'avait trouvée en Haute-Maurienne lors de la débâcle italienne et n'avait pas été mécontent de la détourner de son usage guerrier pour une fonction éducative. J'ai été d'abord assez fier de porter l'un des attributs du soldat en campagne, mais j'ai dû très vite déchanter. La musette, en épaisse toile kaki, se portait sur le dos avec des bretelles. Sous le poids des livres et des cahiers, elle se détendait. Mon fardeau glissait et finissait, après les 2 kilomètres qui séparaient la gare de l'école, par se caler au bas des reins, m'obligeant, par équilibre, à me pencher en avant. Cela donnait à ma silhouette une allure comique qui m'avait fait surnommer par mes camarades de classe « cul carré ». Plus grave, ma sœur qui entendait à la sortie des classes les colibés de mes camarades, l'avait raconté à la maison, provoquant des rires là où j'attendais de la compassion. On avait bien resserré les bretelles, mais le mal était fait et le surnom était resté. Pour mon premier Noël à Marseille, on m'a offert un superbe cartable en carton glacé et craquelé, imitant à la perfection la peau de crocodile. Je me suis débarrassé volontiers de mon ancien appendice dorsal ridicule, si préjudiciable à ma colonne vertébrale et à ma réputation. Zu, mon copain, en a hérité. Mais pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, je lui ai conseillé de transformer les bretelles en poignées. Tout en râpant des carottes, ma mère le regardait en coin pendant qu'il extirpait maladroitement du sac un livre de lecture délabré à la couverture 100 fois rafistolée. Quelques pages s'en détachaient qu'il essayait en vain de rattraper. Il a commencé à rosir et, lorsque ma mère est intervenue, son visage a viré carrément au rouge. « On ne peut pas laisser un livre dans cet état. Laisse-le-moi 2 secondes, je vais arranger ça. » Elle a abandonné ses légumes, s'est essuyé les mains sur son tablier, avant de l'enlever pour partir chercher dans le buffet de la salle à manger tout un attirail, celui qu'elle utilise à chaque rentrée scolaire pour couvrir et étiqueter nos livres et cahiers. En 2 temps 3 mouvements, les feuilles détachées ont repris leur place, soigneusement recollées à l'adhésif transparent. La couverture a été recouverte d'un papier violet qu'elle affectionne particulièrement, et enfin, comble du raffinement, elle y a collé une étiquette à double encadrement sur laquelle elle a copié, à l'encre violette et d'une belle écriture ronde avec sa plume baignolée fargeant à bout carré, les noms et prénoms de Zu. Il les avait grossièrement tracés au crayon sur la page de garde du livre. Elle a noté qu'il a marqué comme prénom Jean-Pierre. Elle lui a demandé pourquoi il se faisait appeler Zu. Il a bafouillé « C'est comme ça qu'on m'appelle ». « C'est bizarre comme surnom », a commenté Aline en lui rendant l'ouvrage restauré. Tout penaud,
Après avoir balbutié un vague remerciement, il a rangé précipitamment le livre dans sa musette, s'est levé et a fait mine de partir. Je lui ai fait remarquer que nous n'avions encore rien fait. Il a répondu évasivement « Ma mère risque de s'inquiéter ». Il nous a jeté un regard furtif en guise de salut, puis il est parti en dévalant les escaliers sans avoir refermé la porte. Interloqué, ma mère a demandé « Mais qu'est-ce qu'il a ton copain ?»« Eh, je crois bien que tu lui as fait honte. » Mes sœurs, à peine arrivées de l'école, se sont mises à leurs devoirs. Suzanne, l'aînée, va au collège Edgar Quinet près de la gare Saint-Charles. Dès qu'elle rentre, elle s'attelle à ses devoirs sur la table de la cuisine. Elle pourrait travailler sur son bureau, dans la chambre qu'elle partage avec sa cadette Gisèle, un vrai meuble avec plein de tiroirs et qui ferme à clé. Mais il y fait trop froid. Trop froide aussi la salle à manger dans laquelle nous n'allons qu'à de rares occasions lorsque nous recevons du monde et pour les fêtes et anniversaires. Il faut alors, en hiver, allumer le petit poêle en faïence bleue. Il produit, dès les premières flammes, d'impressionnantes volutes de fumée qu'on essaye de chasser, toutes fenêtres ouvertes, par un glacial courant d'air. Avant que le poussif chauffage joue enfin son rôle, on a perdu quelques degrés et gagné une toux tenace, ainsi qu'une odeur très attachante dont on finit par se croire débarrassé. Jusqu'au soir, où on la retrouve entre les draps, comme un jambon fumé sous son torchon. En hiver, la cuisine est la seule pièce chauffée en permanence. Nous nous y retrouvons souvent à 6, on cuisine, on mange, on se lave, on fait la lessive, on repasse, on écoute la radio, on fait les devoirs dans ce même espace étriqué mais tempéré. Encore essoufflé par la montée des escaliers, je vais me tailler un morceau de pain et découpe, sous le regard méfiant des sœurs, les 2 carrés de chocolat réglementaires autorisés pour le goûter. Je m'apprête à les croquer près du poêle pour me réchauffer, en attendant que ma mère prononce son sempiternel « Et toi, tu n'as pas de devoir à faire ?» Mais aujourd'hui, Aline est tout occupée à tourner la manivelle du petit torréfacteur cylindrique. Dans son ventre un peu rouillé, il roule sur la flamme bleue du gaz des graines vertes du café qu'elle a acheté au marché. Elle commence à brunir et lorsqu'elle ouvre la trappe pour juger de la cuisson, une délicieuse odeur se répand dans la pièce. Je peux finir mon 4 heures en paix, tout comme il y a 15 jours quand la lettre de ma tante était arrivée. À mon retour de l'école, ma mère était absorbée par le contenu d'une carte postale qui lui arrachait de longs soupirs. « Mon Dieu !» répétait-elle à voix basse. Suzanne faisait ses devoirs et en avait été agacée. « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas encore ?» Le encore était particulièrement insolent et je pressentais une riposte cinglante. Il n'en avait rien été. Aline avait tendu la carte en murmurant accablé « Ma sœur arrive demain d'Algérie, je la croyais morte ». Le texte à l'écriture appliquée était à peine cohérent et Suzanne avait dû s'y reprendre plusieurs fois avant de le comprendre. Notre tante Henriette, née 3 ans avant notre mère, a été enfant atteinte de méningite. Elle en a gardé une immaturité déconcertante et des caprices d'enfant. Cela ne l'a pas empêchée de se marier. Veuve très tôt, elle est partie en Algérie en 1939, dès le début de la guerre. Depuis, elle y vit chichement, comme colporteuse d'objets de pacotille, mangeant et couchant le plus souvent dans des œuvres de charité. Elle est revenue quelquefois chez sa mère, à Grenoble, pour les fêtes de fin d'année et lorsqu'elle était en détresse. Mais son caractère instable et ses réactions puériles l'ont, chaque fois, rendue indésirable aux yeux de sa mère. Elle est repartie avec son couffin et ses valises en carton grossièrement ficelées. De temps en temps, nous recevons des cartes postales, photos en noir et blanc, peintes à la main, d'Alger, d'Oran, mais aussi de Boussaada, Constantine ou Tlemcen. Elles montrent invariablement des caravanes de dromadaires escaladant des dunes dans le désert, des marchands enturbannés faisant la sieste à l'ombre des palmiers, des moukers voilés tirant des ânes surchargés. Mon père ne se prive jamais de railler sa belle-sœur, il jette un œil discret sur les cartes peinturlurées et fredonne immanquablement « La fille du bédouin suit nuit et jour cette caravane ». Emporté par son élan et encouragé par nos sourires niais, il poursuit généralement par l'affligeant « Trabadja la moukère, trabadja bono, trempe ton cul dans la soupière, tu me diras si c'est chaud ». Il clôture en beauté ce tour de chant de haute tenue par un rituel. Le pouce levé et l'index pointé, il dirige sur nous un imaginaire pistolet et lâche un P interminable.
Alors que ma mère et mes sœurs s'indignent mollement, les garçons gênés acceptent néanmoins ce geste par solidarité masculine, comme une de ces paillardises dont les femmes, les pauvres, ne sont pas capables. Je redoute cependant de n'être pas armé si j'ai à produire plus tard pareille prestation pour affirmer ma virilité. Dans la carte que ma mère avait montrée à Suzanne, Henriette se félicitait de pouvoir faire à présent une escale à Marseille chez sa sœur et se réjouissait d'y voir ses nièces et neveux. Elle annonçait son arrivée pour le lendemain sur le ville d'Alger. Elle espérait évidemment qu'on viendrait l'accueillir. Suzanne avait vérifié sur le journal les mouvements du port. Le paquebot était bien annoncé à la Joliette en fin de matinée, au jour indiqué par la tante. À la mine catastrophée d'Aline, on devinait que revoir Henriette était pour elle une véritable épreuve. Nous le comprenons, car elle nous raconte souvent qu'enfant, elle avait eu des rapports exécrables avec sa sœur, qui était jalouse de tout, et à laquelle les parents donnaient systématiquement raison du fait de son handicap. Mais surtout, elle a honte de ce qu'Henriette est devenue, une vieille innocente qui commet de nombreux impairs en public, d'autant moins discrètement qu'elle parle fort et d'une voix au perché. Dans ce portrait, il y a cependant un point positif. Notre tante est, paraît-il, douée d'une mémoire extraordinaire qu'elle exerce en histoire, sa discipline favorite. Elle est capable d'énumérer tous les pharaons, les empereurs romains et les rois carolingiens. Elle raconte la Saint-Barthélemy comme si elle en avait échappé, connaît les amours secrètes de Marie-Antoinette, les vices cachés de Bonaparte, tous les scandales de la Troisième République et les dessous de Yalta. J'ai d'ailleurs longtemps cru que Yalta était une fille slave de mauvaise vie. Elle sait même notre date de naissance, mais elle ne se souvient plus où elle a mis les lunettes qu'elle n'a pas encore enlevées. Le deuxième domaine dans lequel on peut exploiter cette prodigieuse mémoire, c'est l'astrologie. Pour avoir fait l'horoscope de chacun des enfants, elle n'ignore plus rien de nous. Ma mère raconte comment sa sœur l'a corrigée parce qu'elle confondait l'heure de naissance de l'aîné de ses filles avec celle du dernier de ses garçons. Ce qu'elle ne dit pas, mais dont nous n'ignorons rien, c'est qu'elle-même s'initie à l'astrologie grâce au mensuel horoscope. Elle hésite encore dans le choix du décan pour que la position, là je cite, la position de Jupiter en maison natale puisse se trouver en exil en Gémeaux. À condition, bien sûr, et ça je peux le comprendre, que le soleil n'entre pas aussi dans cette maison en même temps que la lune. Henriette est beaucoup plus savante, mais à y regarder de plus près, pas encore assez. Elle prédit l'avenir de sa sœur depuis très longtemps, et si ses horoscopes s'étaient avérés justes, Aline aurait divorcé 2 fois, vécu avec un grand industriel chauve dans un petit château, ou une grande maison près de Bordeaux ou Dunkerque, en tout cas dans le Nord, et donné naissance à un seul enfant, peut-être 2, mais alors tout petit. Et si mon père est effectivement grand et un peu chauve, il n'a jamais été dans l'industrie. Je me félicite en revanche qu'elle se soit également un peu trompée sur les enfants. Je ne peux décemment pas déplorer une erreur à laquelle je dois la vie. Pour mieux prendre encore l'avenir de vitesse, Henriette tire aussi les cartes et sait lire dans les tarots. Là encore, ma mère a eu quelques satisfactions. Le tarot marseillais a confirmé à maintes reprises les promesses de bonheur de l'horoscope. Certes, elles tardent à se réaliser, mais les prédictions d'Henriette ne coûtent rien et représentent une économie appréciable sur ce que demandent les voyantes professionnelles pour des prophéties qui ne se réalisent pas davantage. Grâce à cet argent économisé, Aline peut s'offrir chez son libraire préféré un petit bonheur bien palpable, un nouvel ouvrage sur la voyance. Elle commence à en avoir une belle collection et parvient à y voir plus clair sur le sujet, grâce surtout quand même à une nouvelle paire de lunettes aux lourdes montures en écailles qui lui vont à merveille mais qu'elle doit remonter constamment sur le nez. Si elle cache une certaine admiration pour le talent de voyante de sa sœur, ma mère affiche par contre une grande méfiance pour une autre de ses lubies ésotériques. C'est un mot qu'Aline prononce à voix basse, en prenant un air mystérieux, comme si nous étions sous l'Inquisition. Elle nous a confié à mi-voix, inaudible au-delà de quelques mètres, que quand le sort s'obstine à mettre trop d'obstacles sur la route d'Henriette, cette dernière essaye de détourner le cours du destin en pratiquant quelques exercices de magie noire. Je ne voyais pas trop ce que la couleur pouvait enlever à cet art estimable, la magie, que je pratique moi-même, jusqu'ici sans grand succès. Avec tous les œufs que j'ai réussi à faire disparaître sous un moussoir et réapparaître écrasés sur mes souliers, j'aurais pu faire une somptueuse omelette. On m'a expliqué que la magie noire vise à faire du mal à autrui, voire même à tuer.
J'en ai déduit, à en juger par l'état de mes œufs à l'issue de mes escamotages ratés, que je devais pratiquer une sorte de magie grise. Ce n'est pas tellement cet aspect maléfique de notre tante que craint Aline. Ce qu'elle redoute par-dessus tout, c'est l'influence déplorable qu'elle pourrait avoir sur nous. Elle ne se lave pas souvent, mange salement et renifle comme un enfant de 5 ans. Elle s'habille sans aucun goût, ou, plus exactement, selon les goûts disparates des donateurs du moment, car il n'est pas question qu'elle dépense le moins d'argent en vêtements. Elle choisit cependant des robes amples et colorées, sous lesquelles elle serre, dans une ceinture de flanelle, ses papiers et son argent. Elle porte aussi sur la tête un foulard bariolé qui dissimule avantageusement ses cheveux poivre et sel. Attachés en un chignon sommaire, ils ne connaissent de l'eau que celle que le ciel algérien distribue parcimonieusement, les bonnes années, sur les colporteurs sans abri. Avec son teint mat, cuivré par le soleil et son nez aquilin, on peut la prendre pour l'épouse d'un de ces nombreux Kabyles travaillant sur le port pour un salaire de misère. C'est ainsi que notre mère avait décrit ce jour-là de sa sœur. Un portrait largement approuvé par ses 2 filles, Gisèle la cadette s'en souvenait un peu, et Suzanne, l'aînée, en avait même rajouté une couche par des commentaires très personnels qui nous avaient bien amusés. Aline avait retrouvé tout son sourire, mais elle avait eu bien du mal à le garder dès le lendemain et pendant le séjour mouvementé d'Henriette. La tête farcie et les oreilles encore bourdonnantes, elle avait mis 1 semaine pour s'en remettre. Ce soir, les mains sur les hanches, ma mère est en pleine forme, satisfaite du café qu'elle vient de griller et qu'elle a enfermé dans une vieille boîte métallique de chocolat en poudre aux décorations usées sur lesquelles on arrive encore à lire « Pulvérisé Poulain ». Cependant que mes sœurs silencieuses se penchent sur leurs devoirs, elle m'arrache à ma longue rêverie par un sournois. « Et toi, tu n'as pas de devoir à faire pour demain ?» Avant même de franchir la porte d'entrée, je les ai entendus. Dans ces 2 voix, au perché, je reconnais Aline et je suppose que la deuxième appartient à sa sœur Henriette. Elles sont dans la cuisine et je reste un moment dans le couloir. Après tout ce que ma mère nous a dit, j'ai une grande appréhension de cette rencontre avec ma tante. Aller dans ma chambre directement ne ferait que reporter le problème. Je dois affronter maintenant cette redoutable épreuve. La porte à peine entrouverte, elle s'étonne. « C'est Robert ?» Et puis la litanie que j'attendais. « Comme il est grand, comme il est beau, comme il te ressemble. » Aline, qui reproche à Henriette ses exagérations, est prête à accueillir cette vérité première. Son fils est beau et il lui ressemble. Avant même que j'aie pu poser mon cartable, l'épreuve des baisers sonores et mouillés, redoutés mais incontournables, me laisse pantelant. Le goûter pris, je vais me réfugier dans ma chambre. Au passage, je remarque le changement dans la pièce qui est en face et qui fait habituellement office de débarras. Le lit a été dégagé et les affaires qui s'y entassaient soigneusement rangées dans un coin. Mais un autre chaos a pris le relais, celui des bagages de la tante. C'est ici qu'elle va coucher et je vais attendre qu'elle s'y enferme pour aller écouter le récit. Celui que ma mère ne va pas manquer de faire à mon père lorsqu'il va arriver de son travail. La veille, ma mère et mes sœurs avaient fait de la tante une description pittoresque. Le portrait ressemblait beaucoup à celui des femmes peinturlurées des cartes postales que la tante nous envoyait de Kabylie. C'est ainsi qu'elles l'ont trouvé à la Joliette, sur le quai de débarquement, au milieu d'un monticule de couffins. Elles l'ont repéré à savoir au perché qui dominait le brouhaha du débarquement. Effrayées, elles ont fait d'abord semblant de ne pas la reconnaître, surtout lorsqu'elle s'est déshabillée à moitié sous l'œil blasé du contrôleur pour aller chercher dans sa ceinture secrète une carte d'identité bien fatiguée, elle aussi, d'un trop long et trop inconfortable voyage. Puis elles ont dû trouver un taxi qui veuille bien prendre en charge l'impressionnante cargaison. Les négociations entreprises par Aline ont été longues, laborieuses et vaines. Henriette intervenait chaque fois, intempestivement, pour crier qu'en Algérie, c'est bien moins cher. Aline a dû accepter du chauffeur, irrité qu'on puisse comparer sa prestation à celle d'un bougnoul, un supplément tarifaire exorbitant. Elle était pressée de rentrer, elle craignait
qu'à la fréquentation des indigènes, sa sœur ait pris quelques maladies exotiques, contagieuses et quelques parasites dont on risquait d'avoir le plus grand mal à nous défaire. Lorsqu'elles sont enfin arrivées, ma mère et ma sœur aînée ont entrepris aussitôt sur Henriette un traitement de réhabilitation qui a commencé par un nettoyage en règle. Elles l'ont lavé, gratté, frotté, curé, frictionné, en parlant très fort et en chantant pour couvrir l'élémentation résignée de la tante. La moitié d'un savon de Marseille y est passée. Encouragées par les résultats et avec le renfort de ma deuxième sœur, elles ont poursuivi alors une opération, cette fois de rénovation, avec changement de coiffure, de vêtements et de chaussures. Elles ont enchaîné enfin sur un travail de ravalement, à grand renfort de poudre de riz, de fard et de rouge à lèvres. Le changement a été surprenant. Aussi bien sur Aline et Suzanne, éreintées, hirsutes et trempées de la tête aux pieds, que sur Henriette, désormais aussi décorée qu'un arbre de Noël, pas un sapin, mais un pain, un beau pain. Habituée à de rustiques sandales, la tante est allée, emboîtillant sur ses chaussures à talons, se regarder devant l'armoire à glace. Elle a reniflé vigoureusement plusieurs fois de satisfaction. Puis elle a tenté de pincer, dans son dos et au travers de sa jupe, une culotte trop étroite qui n'avait pas vraiment trouvé sa place. La posture était comique, et ma mère et mes sœurs ont eu du mal à ne pas éclater de rire. On avait obtenu de la tante qu'elle soit présentable, on ne pouvait pas demander, en plus, qu'elle devienne distinguée. Le soir, on lui a fait une place autour de la table, et tout en mangeant, elle nous a raconté sa vie en Algérie. Elle parle un langage curieux, mélange d'expressions et d'accents languedociens et de pataouettes aux sonorités empruntées là-bas. Elle est colporteuse, elle va de village en village et s'arrête quelquefois dans les villes où elle peut être hébergée à ouf par des institutions charitables, généralement des religieuses. Elle vend de petits objets, bijoux, fanfreluches, breloques, bibelots et autres colifichets qu'elle transporte en partie sur elle et le reste caché au fond d'un couffin. Elle s'est fait dévaliser plusieurs fois et craint les petits chapardeurs. « Mais comment peux-tu vivre avec ces gens-là » s'exclamait inlassablement Aline. Il faut dire que ma mère n'a pas une haute opinion des Nord-Africains. Elle les appelle curieusement les biques. Sans doute parce que Bicot lui rappelle le trop doux Biquet, le chevreau de la ferme que nous adorions prendre dans nos bras avant de les aimer plus tard, piqués d'ail et accompagnés de flageolets. Qu'ont-ils fait à Aline, ces Arabes, pour être assimilés à une bêlante bête incapable de la moindre réflexion ? Quand Henriette lui a posé la question, ma mère est restée d'abord bouche bée. Mais tout le monde sait bien, s'est-elle indignée ensuite, à quel point ils sont sales, paresseux et fourbes. Dans les journaux, les colonnes de faits divers sont pleines de leurs méfaits. Tiens, regarde le journal de ce matin. Elle s'est levée pour aller prendre le quotidien sur une étagère. On pouvait y lire à la une, 2 Arabes jugés aux assises, assassins des époux Boudron à Corbières. « Mon Dieu, dans les Corbières !» s'est exclamée Henriette à l'évocation de son pays natal. « Non, à Marseille, c'est dans les quartiers nord près de l'Estac. Et hier, pas loin d'ici, à Saint-Moron, un Arabe a attaqué une petite vieille pour lui vider son porte-monnaie. »« Mais tu fais comme s'il n'y avait que... Moi j'ai toujours entendu dire que ce sont les nervis italiens qui règnent à Marseille. Les Arabes qui sont ici ne sont pas meilleurs ni plus mauvais. » Bien sûr, a corrigé Aline aussitôt, il y a des exceptions. Par exemple, elle a cité aussitôt les marchands de tapis ambulants, ces inoffensifs monts amis, coiffés de leur traditionnel chéchia rouge, un tapis sur l'épaule et un panier plein de colifichets au bras. Ils vous proposent tous ces trésors pour pas cher, avec 3 mots de français et en vous tutoyant, vous, son ami, avec un large sourire édenté. Mais pour un innocent, combien de criminels ? Tous ces Arabes du quartier Sainte-Barbe, au regard fuyant et jouant la nuit du couteau. En 2 ans, j'ai beaucoup progressé dans la pratique de la langue locale. Là où, en Dauphiné, j'étais seulement un ptio, je sais à présent qu'ici je peux être un minot, un histon, un jeune, un bicou, un kikou, un kakou, et aussi un blanc, même si je suis châtain. J'ai aussi appris un autre mot par la marchande de poissons.
celle qui, lorsque nous sortons de l'école le vendredi à midi, est encore assise devant ses paniers à attendre le client. La grosse pelote de laine sur laquelle elle tirait pour tricoter une écharpe était tombée. Je l'ai ramassée et elle m'a remercié par un sonore « Bien bravo, Gary ». Ce mot, je ne sais pas pourquoi, m'a comblé d'aise. J'étais étonné d'apprendre, plus tard, qu'en provençal, le Gary, le rat, est dans la bouche d'une grand-mère un mot affectueux. C'est un sentiment que ne m'inspirent pourtant pas les surmulots que j'aperçois furtivement le matin à la sortie des égouts. N'empêche qu'elle m'avait trouvé bien brave. Et la bravoure, grâce à Robin des Bois, Charles Martel, les Mohicans et Lucky Luke, je connais. Mais là encore, peu après, j'ai dû déchanter. Alors que la boulangère venait de faire crédit à un petit boumian du camp de Caravelle, qui n'avait que 2 pièces trouées de 20 centimes pour payer son longuet, j'ai entendu un client dire d'un air un peu méprisant « Trop brave veut dire con ». C'était la version locale du « trop bon veut dire bête » de ma mère lorsqu'elle se plaint de notre ingratitude. Ainsi, en me traitant de brave Gary, la poissonnière me prenait affectueusement pour un rat un peu con. Je ne suis pas le seul à travailler sur la langue locale. Mon frère et mes sœurs commencent à parler correctement. Mon père a dû s'accoutumer dans son travail au jargon local des employés si différent de celui des Dauphinois et des Savoyards. Mais il a encore des progrès à faire. Alors que sur le port il me montrait un vol de ce qu'il appelait des mouettes, un pêcheur l'a corrigé. « Je m'excuse monsieur, mais ce sont des goélands et à Marseille on leur dit gabians. » Aline, moins en contact avec l'extérieur, est cependant avantagée. Elle a vécu jusqu'à 20 ans dans les Corbières, où tous les vignerons parlent patois. Mais si elle comprend presque tout, elle ne retrouve pas l'accent rocailleux de son pays, où les R n'en finissent pas de rouler et où toutes les finales sont articulées. Elle aime citer cet Aveyronais dont elle se moquait gentiment en l'appelant « Aveyron Pon Pon » et qui lui renvoyait invariablement la même réponse « Les lettres sont faites pour être prononcées ». Lorsqu'à la TSF, c'est ainsi qu'elle s'obstine à appeler encore la radio, elle a entendu pour la première fois sur Radio Marseille une émission en langue régionale, elle a été consternée. La douce langue provençale était pratiquée d'une manière un peu précieuse par un vieux félibre à la voix fatiguée, sur un poème de Frédéric Mistral. Elle a été apitoyée parce qu'elle croyait être le fruit d'une décadence. Je comprends presque tout ce qu'ils disent, mais les pauvres, ils ne savent plus bien parler, ils le prononcent avec l'accent français. Elle a été tout aussi désorientée par le francitan marseillais, ce français truffé de mots provençaux, mais aussi de mots de la mer, de mots du port, des mots d'usine, des mots d'immigrés, une langue à part. Aline était agréablement choquée par ces Marseillais aux verbes à la fois rudes et subtils, inventifs et espiègles. Ils sont quelquefois vulgaires, aime-t-elle répéter, mais ils ont beaucoup d'esprit. En tout cas, chez la droguiste du quartier, elle ne demande plus de l'eau de Javel pour nettoyer la serpillière dans l'évier, mais de la pigeonne pour nettoyer la pièce à frotter dans la pile. Aline a raconté aussi à Zette ce qui lui est arrivé un jour chez Baz, le grand magasin du cours Saint-Louis. Elle s'y était réapprovisionnée en produits de toilette et de nettoyage, et la caissière n'en finissait pas d'en saisir le prix. Derrière ma mère, une énorme mégère qui s'impatientait un peu avait lancé à la cantonade « Eh ben, c'est une grosse propre la dame, ok ?» Certes, Aline avait pris du poids, sans être vraiment grosse, elle était devenue, selon elle, un peu forte. Vexée, elle s'était retournée et avait répliqué sèchement « Non mais, vous ne vous êtes pas regardée, madame ?» Contre toute attente, l'imposante Marseillaise s'était mise à rire, ainsi que la caissière, elle-même assez enveloppée. On lui avait alors expliqué que grosse avait ici le sens de grande. Aline s'était bien sûr confondue en excuses, reconnaissant qu'elle-même acceptait cette expression lorsqu'on la qualifiait, en toute modestie, de grosse travailleuse. Perchée sur son étagère, la radio grésille soudain et devient inaudible. Aline y est habituée. Elle prend le balai et d'un petit coup sec du manche sur la coque métallique de l'appareil, elle rétablit le son sur la voix bien timbrée et l'accent chantant de Pierre Cordelier. C'est l'heure de Provence Magazine sur Radio Marseille, qu'Aline écoute tout en cuisinant. Elle râpe des pommes de terre et je vois un bouquet de persil se rafraîchir dans une cuvette d'eau. Elle va faire des criques, ses beignets plus dauphinois que provençaux, et râle contre les grèves parce que le gaz manque encore de pression et que la cuisinière chougne.
Le petit bois qu'elle a ajouté sur le charbon rougeoyant pour chauffer la poêle à frire d'un feu plus vif n'a pas pris. Je lui raconte la manifestation des crottes, celle des dockers et des gaziers à laquelle j'ai assisté ce matin et la solidarité manifestée aux grévistes. Elle ne répond pas et agite frénétiquement le tisonnier pour enflammer le bois. Je suis quand même étonné qu'on puisse pleurer pendant 2 jours pour Gandhi, un vieil Indien des Indes mort à des milliers de kilomètres, et rester insensible à la misère de son propre quartier, même si on est très préoccupé par la cuisson de ses criques. Mais à l'odeur des beignets, de pommes de terre, mon esprit et mon cœur baissent très vite pavillon devant les exigences de mon estomac. Après le repas, la table débarrassée, les filles cherchent dans le journal les films qu'elles vont aller voir cet après-midi avec leurs amis dans les proches cinémas du quartier, le National, le Saint-Lazare ou celui d'Odo. Il leur faut choisir entre un film d'aventure, Le Comte de Monte-Cristo, avec Pierre-Richard Wilms, un film noir, Panique, avec Michel Simon et Viviane Romance, et un film d'Hitchcock avec Ingrid Bergman et Grégory Peck, La maison du docteur Edwards. Suzanne, plus âgée, a déjà vu Le Comte de Monte-Cristo, mais le recommande à sa sœur Gisèle qui n'a pas encore lu le roman de Dumas. Et puis tu verras, ajoute-t-elle, Pierre-Richard Wilms est très beau. Oui, mais répond Gisèle, Grégory Peck est très beau aussi et son film est plus récent. Moi, j'adore Michel Simon, poursuit Suzanne, mais le titre du film, Panique, me fait peur. Hein. Dommage qu'on n'aille pas en ville, dit Gisèle. Je serais bien allé voir Errol Flynn dans Don Juan aux Madeleines. Il est drôlement beau, lui aussi. Hein. Ah, mais répond Suzanne, moi, si on doit aller en ville, alors je préfère aller voir Luis Mariano au Rex. Eh oh, tu rêves ou quoi? J'ai l'impression, mon petit, que tu ne travailles pas beaucoup. Brusque réveil et pénible atterrissage dans la cuisine. C'est vrai que mon esprit va gamboder du côté de la rue Longue et mes sœurs ont fini leurs devoirs et je suis toujours attablé à essayer d'apprendre ma leçon. La dynastie des Mérovingiens n'a qu'un très lointain rapport avec le marché des Capucins. Je n'en ai pour le moment retenu que l'histoire du vase de Soissons, du même nom que les haricots que ma mère met dans les fricots de mouton. Et Clovis, qui me rappelle ces coquillages qu'elle ne veut jamais acheter parce qu'ils sont trop chers et qu'elle remplace par des coques. Mais de belles coques. Je crains que demain, devant l'instituteur, ça ne suffise pas. J'essaye de me replonger dans ma leçon d'histoire. Au printemps 507, les Francs lancent leur offensive vers le sud. Une autre offensive détourne une fois de plus mon attention, trop fraîchement relancée et encore très fragile. Un cancrelat est sorti d'un sombre et chaud repère derrière la cuisinière et monte à l'assaut de la cheminée. Va-t-il y parvenir avant que ma mère ne l'ait vu? Aline est celle qui souffre le plus de cette fréquentation. Dans nos Alpes aux hivers rigoureux, nous ne connaissions que le gros cafard, cet insecte toujours endeuillé, balourd, qui se traîne au sol dans les endroits humides, ce qui explique sans doute qu'il soit criblé de rhumatisme. Dans notre appartement marseillais, tout près du port et de la gare, le pullulement des blattes, capable de grimper sur les murs et courir au plafond, est phénoménal. Notre cuisine en est envahie. Nous appréhendons l'accès au placard où les cancrelats trouvent, dans l'obscurité et la chaleur, toute leur nourriture. À son ouverture, la lumière et le bruit les font fuir en un grouillement furtif. Pour prévenir ce désagréable remue-ménage, nous avons pris l'habitude de l'anticiper en tapant quelques coups de la paume de la main sur le chambranle avant d'entrebâiller doucement la porte. Au début, ces bestioles me servaient de matériaux pour des expériences instructives. Les capsules que les femelles abandonnaient la nuit libéraient en abondance une minuscule mais déjà très mobile progéniture. Il en restait suffisamment le matin pour que je puisse mesurer sur le poêle leur endurance à la chaleur. Dans l'évier, je testais leur aptitude à résister aux cataclysmes provoqués par les actions conjuguées du jet du robinet et le déversement violent d'une cuvette. J'étais admiratif, mais très inquiet, de voir ces minuscules bestioles, à peine nées, remonter la canalisation et ressortir à travers la grille qui en filtrait l'entrée. J'imaginais Tarzan remontant les chutes du Zambèze. J'ai pu vérifier une autre fois l'incroyable capacité à survivre d'une blatte.
Tombée au fond d'une grande lessiveuse vide, elle en escaladait allègrement la paroi jusqu'à ce que je la fasse retomber. Le manège a duré plusieurs fois. Alors, elle a changé de tactique. À ma grande surprise, arrivée à mi-hauteur de la cuve, elle a déplié des ailes, jusqu'ici invisibles, et s'est envolée maladroitement. C'était la première fois que j'en voyais voler, et j'ai compris que la guerre était perdue. Même si nous parvenions à les éliminer, il en arriverait d'autres, une armée de minuscules et sombres parachutistes portés par le vent depuis le sommet des gigantesques silos à grains des quais voisins jusqu'aux ouvertures hospitalières de notre appartement. En plus des opérations d'épandage du DDT, celui qu'on nous a donné à l'école pour les poux, Louise pulvérise du Flytox dans tous les recoins de la cuisine. Ils sortent immédiatement et grouillent en tous sens sur les murs et au plafond, duquel ils finissent par tomber. Les premières fois, nous ne voulions pas rater le spectacle, mais à moitié asphyxiés et aveuglés, nous avons fini par battre précipitamment en retraite. Le lendemain matin, de chaque opération, le sol est noir de cadavres. Un mois après, tout est à refaire. Plutôt que céder à l'abattement, mon père préfère s'en amuser. Grâce à ces traitements, a-t-il demandé l'air faussement naïf, et par l'ingestion à haute dose de ces produits toxiques, ne fait-on pas une économie appréciable sur l'achat de vermifuges pour les enfants ? Ces plaisanteries n'amusent qu'à moitié Aline, confrontée en permanence à ce fléau. Sale bête. Le Nord aventurier, repéré sur le mur par ma mère, a été projeté sur la cuisinière brûlante. Encore une victime innocente de la violence. Gandhi n'a-t-il pas fini, lui aussi, sur le feu ? Au printemps 507, les Français lancent leur offensive vers le sud. J'ai décidément beaucoup de mal à aller plus loin ce soir dans ma leçon d'histoire. Un rien me distrait. Aline prépare une tarte et a sorti un bocal de cerises mis en conserve l'année d'avant. Mais bientôt, les nouvelles vont arriver sur le marché avec les griottes, les guignes et les bigarreaux. On va pouvoir jouer au pignon. Au printemps 507, les Francs lancent leur offensive vers le sud. Qu'est-ce que tu as à te gratter la tête ? Tu n'aurais pas à nouveau d'époux ? Avant que j'aie pu faire un geste, ma mère est déjà affairée à chercher dans ma tignasse la présence de l'envahisseur. Tout juste ! Elle montre le premier témoin, écrasé entre ses ongles. Les filles s'écartent instinctivement avant de vérifier, l'une et dans l'autre, si elles n'ont pas été contaminées. Je sais que je ne vais pas pouvoir échapper à la corvée de saupoudrage de DDT. L'école en a reçu, après la guerre, de grands bidons sur lesquels étaient peints, à côté d'un petit drapeau américain, les 3 lettres DDT. On nous en a rempli à la louche une boîte en carton à emporter à la maison. Il faut dire que nous étions infestés de poux, vecteurs après la guerre du typhus. Mais le produit n'agit qu'un temps et les bestioles réapparaissent régulièrement. J'ai dû ranger toutes mes affaires d'école et, à califourchon sur ma chaise, la tête appuyée sur le dossier, j'attends résigné que ma mère opère. Elle a sorti la vieille boîte métallique où elle conserve précieusement le providentiel insecticide et me saupoudre copieusement la tête. Puis elle me l'enveloppe dans un torchon. Sous le regard narquois de mon frère et de mes sœurs, je vais garder cette coiffure ridicule pendant toute la soirée. Ce sera ensuite une longue séance au peigne fin sur un papier blanc où nous regarderons tomber les bestioles pour les écraser aussitôt entre les ongles des 2 pouces. Les plus grosses seront saluées par des cris de triomphe et d'interminables « Mon Dieu !» d'Aline. Je partirai me coucher le cuir chevelu enflammé et imprégné de la désagréable et tenace odeur de moisi de l'insecticide. Aline, ses mains nettoyées, va mettre sa tarte au four. L'heure du repas n'est pas encore arrivée et je dois reprendre ma place et mes devoirs. Au printemps 507, les Francs lancent leur offensive vers le sud. Voilà bien une chose contre laquelle le DDT ne pourra rien. En bon dauphinois, Louis ne crache pas sur la bouteille. Il est capable de boire sans broncher, elle est plus sévère bibine. Mais le vin de qualité supérieure le rend encore plus assidu et plus appliqué à l'exercice. Pour cette raison, il soutient avec beaucoup de conviction la grève des mairies viticoles contre les importations de vin. Aline a hérité de ses parents quelques vignes à Bizané.
On y fait, sur les premiers contreforts des Corbières, un vin estimable au regard de celui qu'on produit plus bas. La plaine narbonnaise et bitéroise, plantée d'un vignoble inondable, a pu résister ainsi au phylloxéra, mais pour pisser un vin désastreux. Son alliage indispensable avec des crus algériens parvient à enrichir au plus quelques gros négociants. Les 2 tiers de la récolte des vignes d'Aline vont aux métayers. Le tiers restant donne droit à remplir quelques pièces de vin à la buvette de la cave coopérative du village, et Louis ne s'en prive pas. Il va régulièrement y remplir 2 tonneaux. Quelques verres sont toujours posés à côté des cuves et on l'invite à s'assurer que la qualité est toujours la même. Il y a plusieurs sortes de rouge et de rosé, une seule de vin blanc. Louis met beaucoup d'application à ne pas se tromper et revient plusieurs fois à la dégustation. Lorsqu'il quitte la cave, on voit bien que le choix a été douloureux. Il en sort l'œil éteint, titubant, brisé par l'exercice. L'épicier du village, qui va chaque matin s'approvisionner aux halles de Narbonne, accepte de faire un détour par la gare pour y déposer la précieuse futaille dûment étiquetée. Là, Louis l'a fait enregistrer pour qu'elle soit expédiée à la gare d'Arinques par le prochain train de marchandises. Lorsque Louis est averti de son arrivée, nous allons chercher les tonneaux sur un quai voisin de notre domicile. Nous empruntons un petit chariot pour les transporter jusqu'au 12 bis de la rue d'Antoine. Je suis autorisé à aider à le tirer dans la partie dégagée de la gare. Puis, Louis et Jean les font rouler par le sombre escalier jusqu'à la cave. C'est un exercice périlleux. Mal retenu, le tonneau irait se fracasser contre le mur avec son précieux contenu. Avec la mise en bouteille, la cave s'imprègne un temps d'une forte odeur de vinasse. L'hiver, mon père ne procède à la mise en perce que pour les tonneaux de vin rouge qu'on peut soutirer au robinet toute l'année. Le vin rosé est en revanche mis en bouteille pour être rafraîchi en glacière. Plus tard, à peine plus tard, lorsque Louis a monté son dernier panier et bu la dernière bouteille, il faut bien se résoudre à aller à nouveau chez le caviste du quartier. Mais pour les 2 ou 3 litres quotidiens, le budget féminin ne permet que l'achat de vin dit de soif, ne titrant pas plus de 9 degrés. Les jours de fête, ma mère fait cependant un effort financier. « Attention, me dit-elle en me confiant le porte-monnaie, aujourd'hui tu demanderas du 10 degrés. S'il n'y en a pas, prends du 10,5, mais pas au-dessus. » Aujourd'hui, mon père ne m'a rien dit, m'a seulement tendu le casier garni de 4 bouteilles vides et glissé un billet dans la main. Je sais qu'il a déjà marqué d'une croix, sur le calendrier des PTT, le jour où il reprendra le train pour Narbonne. Il y réceptionnera les tonneaux vides. En attendant son transporteur, l'épicier de Bizané, il ira, en flânant le long des eaux vertes de la Robine, aux Halles. C'est sa cathédrale. Devant l'entrée, il frôlera le vieil espagnol à la peau tannée qui propose, pour quelques centimes, « dos cagaraos de viño » qui barulège au fond d'un sac de jute. Sous l'élégante nef de métal et de verre, il ira consacrer des produits déjà bénis des dieux. Il respirera goulûment les effluves de marée près de cet écailleur au geste sûr qui découvre la chair émeraude des huîtres de Leucate ou de Gruissant. Il le regardera avec envie, les porter à déguster sur un plateau au comptoir voisin où 2 amateurs patientent volontiers devant un ballon d'un pique-poule blanc vert à souhait. Plus loin, aspiré par des effluves paradisiaques, il achètera quelques gourmandises de la montagne noire, tranches de jambon cru, épaisses comme le doigt et larges comme la main, gros boudins persillés de gras, saucisses sèches, la moitié seulement, tranches de pâté de foie. « Comment ça ira ?» demande en roulant les airs le marchand. Et il placera la lame du couteau pour un morceau d'une taille déraisonnable. Louis prendra au passage une baguette de pain encore tiède que la boulangère, d'une légère pression des doigts, choisira croustillante à souhait. Puis il ira s'asseoir derrière ces comptoirs généreux où on lui servira un ballon d'un rosé que le serveur, à l'accent rocailleux, lui aura chaudement recommandé. « Mackerel, cette année il est terrible, et même je vous dirais exceptionnel. Hein » Puis Louis glissera son large béret dans la poche de sa vareuse et sortira son opinel. Le serveur, vigilant, complétera en apportant une assiette et une fourchette.
Tout en tartinant son pâté, son large moussoir à carreaux soigneusement passé dans le col de la chemise, mon père reprendra un autre verre en attendant de trinquer 2 ou 3 fois avec l'épicier lorsqu'il sera prêt. Avec sa camionnette déjà chargée de fruits et légumes, ils iront chercher la futaille à la gare. Mais Louis ne sera pas pressé de le voir arriver. Pour le moment, ici, à Marseille, il devra se contenter quelque temps encore de la bibine de la cave Salingro. Le panier à la main, pas question pour moi de descendre sur la rampe, ni de sauter les marches sous peine de provoquer un carillon intempestif de bouteilles vides. En sortant de l'immeuble, je m'attarde un moment à suivre le chantier de réfection du pavement de la rue d'Antoine qui s'est déplacé depuis notre immeuble au bord du trottoir. Depuis quelques jours, la chaussée est réduite à une seule voie. La deuxième est occupée par des travaux. Ça prend beaucoup de temps. Il faut toute une semaine pour faire la rue qui n'a pourtant que 200 mètres. Muni d'un grand levier de fer aplati à l'une des extrémités, un ouvrier écarte les pavés pour les desceller et les enlever. Il redresse avec du gravier fin le lit sur lequel il peut recaler les lourds blocs de granit dont les flancs rugueux contrastent avec le dessus, lisse et arrondi par l'usure. À l'aide d'une lourde masse qu'il soulève grâce à un long manche et des poignets, il leur tape alors sur la tête pour les mettre au bon niveau. Puis, à l'aide d'un gros balai à poil dur, il pousse sur le pavé une couche de sable fin. Pour terminer, il laisse couler un jet d'eau qui emporte dans les interstices et jusqu'à saturation ce liant minéral. Cette dernière opération me fascine. Comment une telle quantité d'eau et de sable peut-elle disparaître dans de si petits interstices ? J'ai une grande envie de faire ce geste à mon tour, de faire disparaître, sous des ruissellements limpides, des collines de sable aussi fins et blancs que du sucre dans les alignements polissés du granit émeraude. « Oh Minot, dis bonjour à la dame, mal poli !» Perplexe, je regarde les 2 ouvriers qui m'interpellent du milieu de la rue. De qui parle-t-il ? Nulle part autour de moi, il n'y a de dame à saluer. « Qui dame ? Qui dame ? Eh ben, couillotti, celle qui est devant toi, pardi. » Je devine à leur mine hilar qu'ils se moquent de moi, et je m'apprête à repartir le plus dignement possible avec mon casier à bouteilles, lorsque l'un d'eux me montre, au bord du trottoir, la masse qu'il vient de déposer. Devant mon air ahuri, il explique. « Ça, tu vois, Kikou, on lui dit, eh ben, ça s'appelle une dame, hein ? Une dame, ça s'appelle. Eh ben, je te souhaite d'en rencontrer des murs roulés, hein. » Cette remarque, pourtant sans aucun sens, les fait rire grassement, au point que j'en suis gêné pour eux. Je suis à présent moins tenté de faire ce travail qui emploie des gens aussi grossiers et pour lequel, comme dirait mon père, il n'est pas nécessaire de faire polytechnique. Je traverse la rue Casmajou et donne en passant quelques tours de manivelle à la fontaine jusqu'à ce qu'un filet d'eau en sorte. Satisfait de son fonctionnement, je poursuis jusqu'à la cave Salingro. C'est une sorte d'entrepôt à l'odeur aigre et forte de soufre, de bois moisi et de piquettes. Il est bordé de chaque côté par une série d'imposantes barriques sur lesquelles sont inscrits à la craie la nature et le degré du vin. Je sais que pour mon père, ce sera la première, située directement en entrant sur la droite. La dernière, beaucoup plus petite, délivre un nectar à 11 degrés. Mais il y a aussi dans un casier des bouteilles aux étiquettes rouges et or sur lesquelles on peut lire « Coteau de Mascara » et qui affichent 14 degrés. Une folie. Mon frère Jean et moi aimons la pêche, mais en arrivant à Marseille, notre expérience était très limitée. Nos premières tentatives s'étaient soldées par un échec, séduire le goujon dans les bras de l'Isère avec, au boulon roseau, une épingle à nourrice attachée à du fil à coudre, n'offrait pas, il est vrai, toutes les garanties de réussite. Mais nous n'avions que 11 ans et 7 ans. Notre père n'était pêcheur que devant l'Éternel et il fallait faire notre propre apprentissage. À Marseille, le spectacle apaisant des nombreux pescaires qui jalonnent la jetée du port autonome, à quelques centaines de mètres de la gare, nous ont donné l'envie de tremper à nouveau du fil. D'autant plus que l'exercice est ici beaucoup plus facile.
La pêche à la palangrotte ne réclame ni canon bambou ni bouchon. Il faut surtout avoir la bonne longueur de fil pour aller trouver à 7 ou 8 mètres les rochers vaseux où s'épanouissent le gobi, la girelle et le saran. Voilà pourquoi, quand est venu Noël, notre mère n'a pas retrouvé sa bobine de fil de lin, fin mais solide, qu'elle gardait précieusement pour ficeler la dinde. On lui avait emprunté aussi quelques épingles à nourrice, que mon frère a essayé tant bien que mal, avec des outils de fortune, de transformer en hameçon. Les portes du port d'Aringues se sont ouvertes au public que le dimanche et les jours fériés. La veille de notre première expédition, j'avais mis de côté des restes du repas familial qui ne pouvaient, selon moi, laisser ce glouton de gobi insensible. Avec un nom pareil, je supposais qu'il gobait tout. Avec l'autorisation des parents, pour une aussi saine occupation et quelques recommandations d'usage, nous étions partis à l'aventure, impatients de nous mesurer avec ce redoutable prédateur des fonds marins. J'allais à présent sur mes 9 ans et mon frère en avait 13, mais nous avions gardé une grande partie de notre naïveté villageoise. Aussi, notre détermination n'était pas suffisante pour compenser notre ignorance et assurer le succès de la mission. Nous en étions revenus bredouilles en poisson, mais riches d'enseignements. Nos lignes maison, lestées de boulons en guise de plomb, s'étaient très vite accrochées au rocher. Devant notre désarroi, un pêcheur voisin nous avait aidés à les récupérer. Il avait eu le tact de ne pas rire en découvrant notre lamentable attirail. Mieux encore, il nous avait donné du vrai fil de pêche pour le bout de ligne, un plomb pour palangrotte et, luxe inouï, 2 hameçons de 12 qui me parurent minuscules, trop petits en tout cas pour y accrocher de la peau de poulet, du gras de jambon et des lardons frits que j'avais emportés comme appât. Le brave pêcheur m'avait expliqué, pour me consoler, que les poissons ne mangent pas tout à fait comme nous. Il nous avait montré des petites moules de roche qu'il était allé faire au Salabre, de l'autre côté de la jetée, face au large, sur les gros blocs de ciment balayés par les vagues. Il nous avait montré aussi comment, côté port, à quelques centimètres de la surface, dans l'eau irisée de mazout, on pouvait décrocher sur la paroi verdâtre du quai, parmi des algues visqueuses, des couilles de chat. C'est ainsi qu'il nommait ces espèces de petites vessies translucides dont l'intérieur pouvait, semble-t-il, intéresser un gobi à jeun. Avec une moule de dégoût, j'avais opté mentalement pour la moule. Le dimanche suivant devait voir notre revanche. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comme nous l'avait montré notre bienfaiteur, nous avons réussi, mais à grand-peine, à monter les minuscules hameçons sur le nylon raccordé par un nœud savant au solide fil de coton emprunté à Aline. Jean a bricolé un grappin à moule avec une vieille fourchette recourbée ficelée sur une grande cuillère en bois de la cuisine. Il n'a pas, là non plus, demandé de permission à notre mère de crainte qu'elle refuse sous un prétexte fallacieux. Notre nouvel attirail, fin prêt, a été soigneusement caché dans la chambre, protégé du regard inquisiteur d'Aline. Nous sommes partis de bonne heure, trop impatients pour nous attarder sur le déjeuner. Et c'est d'un pas allègre que nous avons franchi les portes du port. Le pont tournant était en place et nous avons atteint rapidement la jetée. Quelques centaines de mètres plus loin, entre 2 cargos, une barge déserte, facilement accessible par des escaliers, nous offrait une plateforme flottante idéale. Alors que j'ai déballé le matériel, mon frère est parti, son grappin à la main, à la recherche des petites moules souvent accrochées au quai, très recherchées en surface par les pêcheurs et par les dorades au fond. Je l'ai vu s'éloigner peu à peu, il n'en trouvait manifestement pas. J'ai tenté, à plat ventre sur le métal humide de la barge, d'inspecter les parois recouvertes d'algues. Mes bras trop courts m'empêchaient d'aller tâter sous la surface, là où le mazout traçait une ligne noire de flottaison. « Oh Minot, qu'est-ce que tu cherches là ?» Derrière moi, sur le quai, un pêcheur, son panier à l'épaule et un faisceau de canne à la main m'interpellaient. « Je cherche des moules. » « T'en trouves pas là, petit, j'ai déjà tout raclé. Mais elles sont trop petites. Celles de la jetée sont plus belles, hein. Je te donne celles qui me restent d'hier, je vais en faire d'autres. Tu les agopes ?» Il s'apprêtait à lancer une poignée de ces moules minuscules encore attachées entre elles. J'ai tendu les bras en signe d'assentiment et elles sont tombées à mes pieds. Je les remerciai confusément et reprenant son chemin, il a crié un « Amuse-toi bien, Gary » avec un geste amical de la main. Lorsque Jean est revenu, bredouille, j'avais déjà, de la pointe de nos pinelles, ouvert plusieurs coquillages, étalé leur contenu sur le métal de la barge tiédi par le soleil et découpé de courtes languettes dans les parties les plus dures.
C'est un grand moment d'excitation que de sentir sur le fil, au bout du doigt, les premiers tiraillements. Il provoque un petit mouvement réflexe du poignet si on est sur le qui-vive et un geste ample et disproportionné si on est surpris dans une rêverie. Quelle émotion aussi avec le premier soubresaut du poisson ferré. Le goby, dont les plus gros atteignent péniblement dans le port 10 cm, possède une énergie surprenante. Tant qu'on n'a pas hissé au bout de 8 mètres de fil fébrilement tiré ce minuscule poisson, dont la tête aux yeux exorbités est aussi grosse que le corps, on imagine être aux prises avec une dorade, une petite dorade. Très excité par la sortie de mon premier monstre, je me suis précipité vers mon frère pour lui faire admirer la prise. En courant, j'ai accroché ma ligne du pied, elle a tout balayé sur son passage, entraînant à l'eau la musette du matériel et les moules. À mes cris, Jean s'est précipité. La musette flottait encore et il a réussi de justesse à la gripper. Mais les moules avaient coulé. Nous étions à nouveau à court d'appât. Il a décidé alors de passer sur la jetée, côté mer, pour aller faire, avec sa modeste fourchette emmanchée, quelques moules. La musette à l'épaule, je l'ai suivi. Nous avons traversé la large route pavée, curieusement déserte, pour rejoindre un des passages monumentaux qui donnent sur la mer. Il n'y en a que tous les 500 mètres, mais ils sont impressionnants par leur taille et leur décoration. Ils conduisent aux 2 promenades, celle qui est au sommet du grand mur en pierre de taille, et celle, passée un tunnel, qui longe les énormes blocs de béton. C'est par ce large chemin qu'arrivent, à pied ou à vélo, les pêcheurs, équipés de cannes et d'un salabre, à l'affût des bons endroits. Les promeneurs ont le regard vissé sur la longue perspective de la jetée, brisée dans la dernière partie par une nouvelle digue. Quelques amoureux, la main dans la main, s'embrassent dans la pénombre de chaque volée d'escalier. J'en ai trouvé, regarde. Jean m'a montré les petites moules luisantes qu'il venait à grand-peine de récolter. Sa main droite saignait, la fourchette s'était très vite pliée, et ce qui lui était parvenu à détacher était aussitôt retombé au fond. Il avait continué à la main, se blessant sur les bords tranchants des coquillages. La mer avait soudain changé de couleur. Des vaguelettes se formaient, et le bruit agressif du ressac remplaçait le rafraîchissant clapotis du matin. Le Mistral se levait. Un moment tenté de pêcher de ce côté, nous y avons renoncé. Très vite, les vagues grossissaient, elles submergeaient tout, s'engouffraient dans les anfractuosités avec un bruit terrifiant et soulevaient des gerbes d'écume. Le vent s'en emparait aussitôt pour tracer, face au soleil, d'éphémères arcs-en-ciel. Fouettés d'embrun, glacés et le sel à la bouche, nous n'avons eu ni le temps ni l'envie de les admirer. Le moral en berne, nous sommes redescendus côté port, sur les quais, pour revenir à notre barge, dans l'eau moins agitée du port. Là, le vent ridait à peine l'eau, lourde de boue et d'huile, mais y déplaçait avec une belle efficacité toute une flottille de détritus emmêlés dans leur nappe de mazout. Un pêcheur, gêné lui aussi par le vent, s'était réfugié non loin de nous, sur les marches de l'escalier. Les degrés, aménagés dans certains endroits pour accéder à de petites embarcations ou à des barges, se font face et descendent parallèlement au quai pour se rejoindre au ras de l'eau sur une petite plateforme pavée. On y est protégé, on peut s'y asseoir et chaque marche offre un plan de rangement ou de travail. On juge de sa fréquentation à la quantité des résidus qui s'y accumulent, moules desséchés, quignons de pain rassis, fils de nylon emmêlés. Mais le bas des escaliers disparaît régulièrement à marée haute et il faut plier bagages pour se mettre à l'abri. C'est ce qui venait d'arriver à notre homme. Les pieds déjà mouillés, il s'était installé un peu plus haut. Croyant que nous allions prendre place en face de lui, il a tenu à nous prévenir. « Ma fille, l'eau grimpe. Entre la marée et les vagues, ça va bien monter de 20 cm. Vous voyez, jeune? On parle toujours des tempêtes de l'océan, hein? À que des marées extraordinaires de plusieurs mètres, que les pauvres pêcheurs bretons, ils sont obligés de rester sur le quai, pas vrai? Eh ben, nous, à Marseille, il suffit que l'eau monte de 15 cm pour qu'un pêcheur soit en difficulté. Et ça, putain, personne n'en parle, vous voyez? Satisfait de sa galéjade, il a repris sa canne. Nous avons sauté à notre place sur la barge. Son balancement, jusqu'ici imperceptible, s'était accentué.
Je venais de prendre coup sur coup 3 gobies et j'étais en partie réconforté par ce succès lorsque j'ai remonté un poisson pas plus gros que les précédents mais encore plus laid et terriblement visqueux. Très glouton avec ça. Il avait avalé l'hameçon avec l'appât. Impossible de le décrocher. Tirant la ligne derrière moi, j'ai apporté ma nouvelle prise à Jean. Pendant que je détournais les yeux, il l'a longuement trituré sans succès. Voyant nos difficultés, le pescaire a sauté sur notre embarcation pour nous secourir. « Ah, c'est une bavarelle, fan de pétard. Va falloir l'ouvrir pour la décrocher, celle-là. Fais voir ton couteau. » Il a pris l'opinel des mains de mon frère et a éventré la pauvre bestiole. J'ai été pris de nausée. Retourné à mon escalier, notre voisin a posé sa canne pour rouler une cigarette. Je surveillais du coin de l'œil le bouchon blanc et rouge qui sautillait sur les vaguelettes. Je l'ai vu soudain plonger à plusieurs reprises. L'homme affairé et d'un seul et élégant mouvement de canne, il a sorti et a amené sa prise à portée de main. C'était un de ces superbes poissons brillants et vigoureux que je ne croyais pouvoir pêcher que de l'autre côté de la jetée. En comparaison, ma malheureuse bavarelle, longuement hissée au bord de 8 mètres de fil, dont 7 de coton, semblait atteinte d'une longue maladie honteuse aux terribles séquelles. J'ai lancé à nouveau ma palangrotte. Avant que le fil se soit déroulé, une rafale de vent l'a emportée au ras de la plateforme. J'ai tiré pour la ramener à moi, mais elle était à présent tout emmêlée. J'étais enfin venu à bout des premiers nœuds lorsqu'un puissant remorqueur est passé à pleine vitesse. Son sillage a soulevé un train de vagues qui a fait basculer la barge dans tous les sens. Encore imprégné de la lecture de l'expédition du Kon-Tiki, j'ai imaginé à ce moment en faire un peu partie. Mon premier haut-le-cœur m'a arraché un gémissement. Le deuxième un râle qui s'est achevé par un long filet de bave. Je me suis instinctivement penché au-dessus de l'eau, mais je n'arrivais pas à vomir le petit déjeuner que je n'avais pas pris. « Oh Listounet, tu veux pas broméger ici? Hein ?» Hilar, le pêcheur, me tendait une main secourable. « Quitte ta barge, Kikou, t'as pas le pied marin. » Je ne savais pas ce que voulait dire broméger, mais je sentais très bien que je devais quitter les lieux. D'autant plus que, pendant le démêlage, ma ligne s'était accrochée. Pressé d'en finir, j'ai violemment tiré, le nœud a cédé, et je n'ai remonté qu'un bout de fil orphelin. Voyant ma pâleur, Jean, qui n'était pas lui non plus dans une grande forme, m'a proposé de rentrer. En passant près du seau dans lequel le pêcheur jetait ses prises, j'ai vu plusieurs poissons argentés. Ma curiosité a pris le dessus. « Monsieur, c'est quoi comme poisson ?» ai-je demandé, la voix un peu pâteuse. « Des bogues. C'est guère bon, et il y en a que l'été, mais quand il fait chaud, c'est amusant à pêcher. T'en as pas pris, toi? Non, que des gobies. Que des gobies? Oh, femme, dis, tu sais que c'est bien meilleur que la bogue, le gobie. Le problème, il s'est gratté la tête, le problème c'est que pour une soupe de gobies, faut être nombreux à pêcher, mais pas nombreux pour la manger, hein? C'est pas vrai? Je suis resté la bouche ouverte, la nausée au bord des lèvres, et j'ai compris à son sourire indulgent que je devais avoir l'air du parfait ahuri. Il m'a donné une petite tape sur la joue en guise d'adieu, et s'adressant à mon frère, lui a lancé « Rentre-le vite, va, qu'il est aussi estraissiné que sa bavarelle ». Je me souviens aussi que, lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai omis de parler de mon peu glorieux mal de mer. Mais je n'ai pas pu m'empêcher, après le réconfortant souper, de raconter les merveilles de la jetée et, pour épater la galerie, de mettre en application ma dernière leçon de géométrie. C'est plein de gros parallélépipèdes en béton, mais ils les ont posés n'importe comment, sans doute parce qu'ils étaient trop lourds. Parallélépipèdes, a corrigé Louis. Oui, parallélépipède. Non, parallélépipède, a appelé patiemment mon père pour une fois souriant. Et ces blocs ne sont pas posés n'importe comment. Si on les avait simplement empilés, au bout de 3 ou 4 tempêtes, il n'en serait rien resté. Ainsi imbriqué, il résiste davantage et il brise mieux les lames. Ceci étant dit, il est hors de question que vous alliez pêcher là-bas. C'est trop dangereux pour toi, a-t-il conclu en me regardant. Tu ne sais pas assez bien nager. Mais pas, j'ai le brevet, me suis exclamé indigné. D'abord, je ne m'appelle pas mais papa, s'est-il amusé à me corriger. Quant à ton brevet, faire 25 mètres dans une piscine chauffée où tu as les pieds ne te rend pas apte à nager dans une eau froide, agitée de vagues et de ressacs, avec au moins 5 mètres de fond. Qui ressac? Quel ressac? Eh bien, c'est le retour des vagues lorsqu'elles frappent le rocher. Sur la jetée, elles passent entre les blocs et ça crée des remous très dangereux. Tu ne pourrais pas remonter.
Il nous faudra donc renoncer à la jetée du large. Cependant, fort de nos premiers succès, j'ai obtenu des parents une petite somme pour renouveler le matériel de pêche. De vraies palangrottes avec de vrais plombs coulés en forme d'encre et plusieurs hameçons. Nous n'avons pas eu assez d'argent pour nous offrir aussi une canne à pêche et un salabre, mais ce n'était que partie remise. Dès lors, nous sommes devenus experts dans cette pêche avec un record de 124 pièces à 2. Pour être honnête, nous sommes parvenus à ce chiffre en égratignant la résolution, un peu sentimentale, de rejeter les prises trop modestes. Il faut dire que le petit du Gobi n'a aucun complexe à s'attaquer à de gros hameçons et il nous est arrivé de remonter des prises de 5 cm. Ma mère, amusée, a pesé méticuleusement le produit de cette prise miraculeuse sur la vieille balance Roberval. Sous nos regards anxieux, les deux plateaux ont fini par s'équilibrer grâce à un dernier minuscule poids de cuivre. 825 grammes, a-t-elle annoncé triomphalement. Presque 1 kilo. Alors que nous nous redressions fièrement, notre père, expert en calcul rapide, a fait remarquer, en se curant négligemment le nez avec le petit doigt, que le poids moyen de chaque prise devait être inférieur à 7 grammes. Jeannot et moi avons pris cette réflexion mesquine pour une marque de jalousie. Les pescados de la Martiale sont des vieux loups que rien n'égale. Ils iraient n'importe où dans la rafale. Ce sont des casse-cou dans leur you-you. De la sardine aux plus grosses poils. Dans leur filet, ils prennent tout. Les pescados de la Martiale sont les plus forts de tous. Les pescados